l'invitation. Merci aussi pour la qualité des commentaires, des réflexions que nous avons eues jusqu'à maintenant. J'ai écouté des choses très intéressantes et je remercie le MLQ d'avoir organisé donc, ce moment de rencontre et d'échange des idées. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis immensément heureuse que ces deux notions, celle de la laïcité et celle de l'éducation, eh bien, se trouvent sous un même chapeau. Je dois dire qu'il était temps que nous réfléchissions sur l'éducation, sur le rôle de l'éducation et de la laïcité dans l'éducation. Nous n'avons pas suffisamment réfléchi sur cette question-là. Cette question-là n'occupe pas suffisamment l'espace public. Nous avons délaissé la question éducative, malheureusement depuis trop longtemps, et donc il est temps de la revisiter. Et je vais essayer donc de la revisiter à la lumière évidemment de ce qui a été dit par Jérôme et Simon-Pierre, que je salue, qui sont des figures importantes sur cette question-là, la laïcité, mais aussi sur cette question-là de l'affirmation de la laïcité dans l'espace public. Alors je vais essayer d'abord d'expliquer en quoi la question de la laïcité donc, est intimement liée d'abord à l'éducation, et en quoi la question de la laïcité est intimement liée à l'État-nation tel qu'il a été défini par Simon-Pierre. Par la suite, donc, j'évoquerai quelques considérations politiques sur l'évolution de l'État. L'État a changé, l'État est en transition, l'État est en mutation. Et donc c'est pour ça qu'il y a une crise de la laïcité qui est en quelque sorte liée à la crise de l'État. Et j'évoquerai aussi quelques considérations géopolitiques, parce qu'on ne peut pas comprendre la question de la laïcité y compris au Québec, si l'on n'accepte pas de se décentrer et de regarder le monde, de regarder l'état du monde. Et en effet, lorsque on jette un œil sur ce qui se passe dans le monde, eh bien, nous avons malheureusement une mosaïque de personnes, de communautés, de nations qui sont en conflit religieux. Donc c'est dire que cette question-là est brûlante. Cette question-là, la laïcité, elle est discutée partout dans le monde et on essaie de trouver des solutions, on essaie de trouver des façons de faire, non pas pour vivre ensemble, parce que, certes, les moutons vivent ensemble, les vaches vivent ensemble, mais les humains font société ensemble. Donc c'est faire ensemble. Nous devons apprendre à faire ensemble. Et pour faire ensemble, il faut créer du lien. Il faut bâtir une communauté, il faut se reconnaître dans cette communauté. Autrement dit, il faut créer un sentiment d'appartenance à notre communauté politique. C'est le Québec. Donc, vous voyez que j'ai quand même voilà, un programme très chargé. Mais vous inquiétez pas, j'ai une capacité de synthèse assez importante. Alors, commençons d'abord par des considérations philosophiques. La laïcité. Quel lien entre la laïcité et la souveraineté? Mais c'est très simple. D'abord, la laïcité, c'est l'autonomie de penser. La laïcité, c'est l'émancipation. La laïcité, c'est s'élever. La laïcité, c'est respirer. La laïcité, c'est remettre en question. La laïcité, c'est user de sa raison. Et donc, il y a un véhicule émancipateur dans la laïcité. Ça veut dire qu'on a inventé un mécanisme pour se détacher de tous ces liens tribaux, claniques, religieux, qui ont pendant longtemps assujetti les humains, qui leur ont empêché de réfléchir, y compris sur leurs propres conditions et sur la cité. Donc, voilà pourquoi il y a un lien intrinsèque entre la laïcité et l'autonomie. L'autonomie individuelle, mais aussi la souveraineté populaire, parce que qui dit
autonome, lorsqu'on commence à réfléchir, lorsqu'on commence à critiquer, lorsqu'on commence à avoir des idées, des opinions, des convictions, eh bien, on a envie de prendre part aux affaires de la cité. Et donc, le terme de souveraineté populaire non pas en fonction de la bonne volonté du souverain, mais en fonction d'un mouvement populaire, en fonction d'une raison critique. Et comment va-t-on, disons, créer cette citoyenneté? Bien, là aussi la réponse est très simple, à travers l'éducation et la culture. Donc c'est à travers l'éducation et la culture que les philosophes des Lumières ont pensé cette question-là. Donc c'est en réfléchissant, c'est en lisant, c'est en allant au théâtre, c'est en achetant des livres, c'est en participant à des colloques que l'on devient donc un citoyen. Et voilà donc le lien entre autonomie, émancipation, souveraineté populaire et culture, éducation. Et ce matin, nous avons eu la démonstration que la question éducative était une question éminemment sérieuse pour ne pas être laissée entre les mains des laïcs. Vous l'avez compris. Parce que la question éducative, on a fait main basse sur la question éducative. Les anti-laïcs ont fait main basse sur la question éducative ici au Québec pendant très longtemps, alors que nous pensions, à travers cette question de la déconfessionnalisation, que nous avions remporté donc une immense victoire. Certes, nous avons peut-être remporté une victoire, mais nous avons oublié qu'il se préparait déjà une contre-offensive qui était celle d'investir le système éducatif par tous les moyens. Et quand je dis système éducatif, c'est-à-dire investir le primaire, investir évidemment le collégial, investir l'université pour formater les esprits. D'abord pour dénaturer la laïcité, pour l'adjectiviser, pour la calomnier, pour la dessécher de son essence. Lorsqu'on parle de laïcité, ici, on fait trop souvent référence pratiquement à des outils de boucher. Enfin, j'ai rien contre les bouchers, remarqués, mon grand-père en était un. Mais faut couper, faut interdire, faut mettre la ligne ici. Mais non, mais les considérations d'abord philosophiques de la laïcité, où sont-elles passées? Et les considérations d'ordre politique, j'en arrive. Qui dit, évidemment, éducation, qui dit culture, dit rôle de l'État. C'est l'État qui va garantir, eh bien, le système éducatif. Un système éducatif qui va aussi donner accès à la culture. Donc c'est cela l'émancipation. Et l'État québécois donc a beaucoup investi dans ce domaine-là. Nous avons mobilisé beaucoup de nos forces, d'abord pour construire un État ancré dans la modernité, ouvert sur l'universel, avec un système éducatif, donc ouvert sur le monde, et qu'on a souhaité, donc, disons, distant vis-à-vis du religieux. Ça a marché. Ça a marché jusqu'à un certain point, parce que, en réalité, la déconfessionnalisation a eu pour conséquence ultime la déchristianisation. Ça, j'avoue qu'on l'a réussi. Or, nous n'avons pas vu venir qu'on était en train de reconfessionnaliser l'école québécoise, le système éducatif québécois, à travers l'acceptation des religions des minorités. Et donc, parler de ça, évidemment, c'est un tabou. Parler de ça, c'est être qualifié de raciste. Et donc, nous avons été finalement incapables de réaliser, bien qu'il s'organisait un contre-coup pour porter atteinte donc à ce processus de déconfessionnalisation que nous avons obtenu récemment, je dois dire,
en 1998 avec le cours de ECR. Et le cours de ECR donc, participe évidemment à formater les esprits. Notre État, eh bien, s'est rabougri. Il est devenu tristouné. Il s'est rapetissé. Enfin, encore un peu, je vais vous faire pleurer sur son état, sur sa situation. Oui, on aurait raison de pleurer parce que lorsque l'État va mal, eh bien, c'est nous qui allons mal, tous ensemble, parce que l'État, c'est la possession ultime de ceux qui n'ont plus aucune possession. Les riches, ils n'ont pas besoin d'un État. Mais nous autres, la masse, qui va nous défendre? Qui va défendre le système éducatif? Qui va défendre la culture? Et qui va défendre le principe de la laïcité? Alors j'avoue que là c'est un peu dur, parce que pour le défendre, il faut le comprendre. Et comme j'ai l'impression que ce pouvoir n'y comprend rien, alors évidemment c'est très difficile de défendre un principe, bien qu'on ne comprend pas. Mais pour autant, ce pouvoir libéral, évidemment, n'est pas naïf. Ce pouvoir libéral a compris qu'en cassant l'État, eh bien, il allait par ricochet casser toutes nos ambitions collectives. Et le système éducatif est une de nos grandes ambitions et l'une de nos grandes réalisations collectives. Et donc, si vous voulez, le fait que notre État aille mal, eh bien, ça n'arrange pas les choses. Mais je veux vous rassurer, parce que, de toute façon, partout dans le monde, l'État va mal. Parce que, à partir des années 80, nous assistons à la remise en cause brutale du rôle de l'État. En d'autres mots, on nous dit que l'État ne sert pratiquement à rien. Enfin, si, sauf à couper. Quand il s'agit de couper, Couillard, il coupe, il gère, voilà. Et donc, voilà, l'État, finalement, l'État n'est qu'un boulet. Et donc, pour être heureux, il faut se débarrasser de l'État. Je ne sais pas, il dit ça, non, comment il s'appelle, monsieur de la CAQ, voilà. Monsieur Couillard, bon, il ne dit pas ça, mais il le fait. Donc, je veux dire, bon, il faut dépecer l'État. Et donc, dans cette volonté d'amincir l'État, eh bien, on perd des bouts. On perd, évidemment, en fait, on révise nos ambitions au rabais. Dans les années 80, donc, il y a un couple politique qui se forme à l'échelle internationale, c'est le couple Reagan-Thatcher. Et c'est lui qui façonne cette idée de l'État étamboulé. Et que finalement, il vaut mieux rapetisser le rôle de l'État de façon à pouvoir donc offrir aux communautés religieuses une place plus grande. Parce que, évidemment, lorsque vous remettez en cause l'État, vous remettez en cause la solidarité sociale, et que reste-t-il? Eh bien, il ne reste que la charité des églises. Et là, les églises se montrent extrêmement charitables, parce qu'elles font la démonstration de l'incapacité de l'État. Dans ces années 80, donc, nous assistons à une remise en cause, disons, frontale de l'État-nation tel que nous l'avons connu, mais nous assistons aussi au début de la faillite des idéologies. De l'idéologie de l'Est, essentiellement. Donc, le monde était marqué par deux idéologies, après la guerre froide, pendant la guerre froide, après la Deuxième Guerre. Et donc, à partir des années 80, l'idéologie de gauche commence à décliner. Donc, les idéologies telles qu'elles ont façonné les sociétés, eh bien, commencent à perdre du terrain au profit d'idéologies qui, elles, vont avoir un dynamisme absolument incroyable.
Et là, je parle de l'idéologie de l'islam politique avec la révolution islamique iranienne en 1979. Donc nous avons un remplacement, si vous voulez, des idéologies. Donc nous avons deux idéologies qui commencent à disparaître au profit, évidemment, de deux autres idéologies. Donc une idéologie néolibérale qui est, disons, régie par le marché, et l'idéologie de l'islam politique. Et ces deux idéologies convergent, s'entendent très bien. Pour les néolibéraux, la religion fait partie du marché. Donc on achète une religion, on magasine une religion, on change une religion, je veux dire, on change, pardon, de religion. D'ailleurs, les religions, ça brasse beaucoup d'argent. Donc on fait beaucoup d'argent avec les religions. Et les religions ont un pouvoir financier, les lobbies religieux ont un pouvoir financier incroyable. Et donc c'est ce qui complique notre situation. Donc tout ça pour dire que si, évidemment, notre tâche est immense vis-à-vis de la laïcité au Québec, vis-à-vis de la défense du service public, du système éducatif, c'est aussi parce que dans le monde, il y a des mouvements contradictoires, il y a des mutations, il y a des transitions importantes, et bien que nous sommes en train de vivre. Eh bien non, la laïcité n'est pas la neutralité, parce que la laïcité, c'est d'abord et avant tout un projet philosophique. Parce que la laïcité a cette immense capacité de parler de l'un et du pluriel en même temps, c'est-à-dire allier des droits et des libertés individuelles, mais aussi collectives. La laïcité n'est pas une idéologie, la laïcité n'est pas une posture politique, la laïcité est tout simplement un cadre. Un cadre. Nous encadrer comme société, parce que lorsque l'État devient mou, il devient flou. Et lorsqu'il devient flou, tout fout le camp. Et nous sommes témoins, si vous voulez, de cette fragmentation de notre société en raison de la multiplication des accommodements religieux pour satisfaire des lobbies politico-religieux. Le pouvoir actuel, évidemment, emporte une grande responsabilité, mais comme l'a évoqué Jérôme, il y a aussi la responsabilité des élites intellectuelles, académiques, médiatiques. Il y a aussi une responsabilité des élites politiques qui n'ont pas su défendre la laïcité comme il se devait. Et là, je parle de l'ensemble des partis politiques qui ont failli à défendre la laïcité, malheureusement. Je ne veux pas vous quitter sur une note pessimiste, même si, évidemment, le constat que je fais est un constat qui peut sembler exigeant. J'aimerais tout simplement partager avec vous une conviction profonde, celle que la laïcité est un principe universel, parce que partout où je vais, où je parle de la laïcité, les gens sont extrêmement sensibles à cette question, à cette problématique. La laïcité n'est pas une invention, disons, occidentale. La laïcité n'a pas une seule portée occidentale, elle a une portée universelle. La preuve en est, il y a quelques jours encore, j'étais en Algérie où j'ai donné une série de conférences dans plusieurs villes où les gens étaient extrêmement réfléchis, articulés vis-à-vis de cette question-là, la laïcité, qui posait des problèmes, qui revendiquait la laïcité comme fondement, y compris de l'État algérien. Donc bref, si ça peut se faire en Algérie, je pense que ça peut bien se faire au Québec aussi. Merci.